Je me suis intéressée à cette répétition de l'histoire qu'on voyait sous nos yeux, en fait, avec d'ailleurs, de façon très claire, énoncé l'idée que c'était une nouvelle forme d'unification du Népal qui était menée, c'est-à-dire là une unification horizontale, on va dire, en termes de classe, alors qu'au départ, ça avait été une unification de blocs d'entités politiques. Donc, il y avait clairement une inspiration aussi de cette grande campagne militaire qui avait eu lieu au XVIIIe siècle. Et de fait, un des phénomènes qui m'a frappé, ça a été aussi un phénomène de mimétisme entre le leader révolutionnaire et le souverain, avec un souverain qui a donc basculé dans le registre du démoniaque, du sanguinaire, etc., pendant que le leader révolutionnaire était en train de s'accaparer en fait toutes ses caractéristiques propres, c'est-à-dire en se faisant nommer chef suprême de l'armée de libération du peuple, ce qui est le titre, ce qui était aussi le titre principal du souverain, qui est chef suprême de l'armée, en se faisant acclamer par le même nombre de salves à l'arrivée au meeting, etc., etc. Il y avait beaucoup de petits détails où on voyait qu'il était en train de prendre sa place tout en faisant en sorte de le diaboliser. Donc ça aussi, ce mouvement-là m'a beaucoup intéressé. Il y a également bon, ce côté mystique et religieux a été quelque chose que j'ai beaucoup tenu à souligner et qui était évidemment exacerbé par le fait que le leader est resté pendant de très nombreuses années en fait de la révolution invisible, ne s'est pas présenté en chair et en os devant en fait ses propres camarades de parti. Et ce caractère invisible a en fait aidé à la création d'un vrai mouvement mystique autour de sa personne, puisque les maoïstes n'avaient en fait que 3 ou 4 photos du leader à leur disposition, avec lesquels ils faisaient toutes sortes de montages très intéressants, mais ça permettait en fait, plutôt que d'en faire un personnage figé, dont on doutait de l'existence, eh bien, ça permettait de le mettre dans toutes les circonstances, auprès du peuple, auprès des travailleurs, auprès de qui on voulait, par ces montages qui figuraient sur les couvertures de la presse. Une presse elle-même très largement diffusée quand même en milieu rural, avec des imprimeries clandestines, etc., toute une organisation. Et ce mouvement, évidemment, il a été absolument remarquable du point de vue organisationnel, mais bon, je ne vais pas avoir assez de temps pour développer ça. Mais moi, ce qui m'intéressait lors donc de ce deuxième grand programme que j'ai fait autour de ce mouvement révolutionnaire, une ANR, ça a été de comprendre le mouvement à la fois en profondeur, dans la durée et dans la diversité des situations. Parce que, en fait, de la même façon qu'il est toujours difficile de généraliser quoi que ce soit sur le Népal à cause de la diversité de la population, cet étagement entre 0 et 8000 mètres, etc., et tous ces contextes historiques très distincts. De même, sur le mouvement révolutionnaire, en fait, à chaque fois que je lisais un petit article de synthèse, il me semblait faux, à cause de la même raison. Parce que ce qui m'a très vite apparu, c'est que
suivant la situation dans laquelle se trouvaient placés et le parti et la population, on avait des configurations qui n'avaient absolument rien à voir. Et là où un journaliste qui avait été bien souvent emmené une sorte de tour guidé dans ce que les maoïstes appelaient leur région de base, où là, en fait, on avait affaire à des gens qui étaient effectivement assez satisfaits de la situation et de leur relation avec le parti, puisqu'ils avaient été en fait partie prenante dès le départ. Ils avaient aussi le sentiment que d'avoir réussi à chasser les petits postes de police, à chasser ceux qui considéraient être des hommes de pouvoir malveillants dans leur village, des gens qui étaient des usuriers, etc., avoir détruit leurs documents écrits, etc., est une sorte de victoire. Et puis, en fait, moi, je me suis vite rendu compte qu'on ne pouvait pas généraliser du tout cette situation et qu'il n'y avait pas tous les ruraux très contents du mouvement révolutionnaire et puis les bourgeois des villes très inquiets avec le gouvernement, parce qu'il y avait plein de situations intermédiaires, comme la région par exemple de mon village de Thèse, où ce village a bien été décrété village modèle maoïste, donc qui était censé être un de ces villages enthousiastes où tout le monde avait embrassé la révolution. Et de fait, il y a eu quand même plus de 70 personnes qui sont vraiment rentrées dans le parti, dans l'armée. C'est-à-dire que ça fait quand même effectivement une adhésion certaine. Mais bon, il y avait à peu près 3000 ou 4000 habitants à l'époque. C'était 3000 au moment où je faisais ma thèse, mais ça a dû augmenter, je n'ai pas pu compter. Mais donc, il m'a été permis de faire du terrain pendant la période révolutionnaire dans mon village, ce que peu de gens ont pu faire. Tout simplement parce que, bon, même si en arrivant juste dans un village comme ça, bien souvent on était surveillé, soit par les forces de l'ordre qui vous interdisaient de vous déplacer, et si on avait échappé, eh bien, on avait des consignes par le Parti révolutionnaire qui vous montrait ce qu'il voulait bien vous montrer, et puis beaucoup des gens qui ont fait des petits périples comme ça ne parlaient pas la langue, par exemple, ou bien ne connaissaient pas le contexte. Et donc, il m'a semblé qu'il était important pour moi d'aller voir ce qui se passait dans mon village de Thèse où je n'étais pas allée depuis un certain temps. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il était devenu une sorte de bastion maoïste. Mais en fait, j'avais l'habitude d'y aller par des petits sentiers à pied et entre-temps, une route avait été construite et donc les postes de police étaient le long de la route puisque plus personne ne prenait mes petits sentiers d'autrefois. Et donc, bon, c'est un peu comme ça que j'ai pu y parvenir sans avoir aucun poste de contrôle. Et donc, surprendre en fait tout le monde, y compris les membres du gouvernement populaire qui étaient sur place, qui ne comprenaient pas que la police ne m'avait pas arrêté. Donc bon, c'est une situation un peu amusante, mais bon, ce qui prenait en considération aussi ce que faisait le camp adverse. Et donc, ça m'a été très utile parce que j'ai pu voir que, en tout cas de manière embryonnaire, il y avait eu des tentatives de mise en place de collectivisation avec, bon, pas quelque chose de grande échelle, mais pour simplifier, c'est-à-dire que les personnes considérées comme des ennemis du peuple qu'on avait fait fuir bien souvent hein, en leur demandant des contributions très importantes pour le mouvement révolutionnaire, donc ils avaient préféré partir et laisser leur maison et leurs terres, eh bien le parti avait s'était saisi de leurs terres vacantes et sur ces terres avait mis en place des mises en culture collective avec travail obligatoire, etc. Donc il y avait de façon embryonnaire ce qu'ils appelaient ces communes, même si finalement ça n'a pas
vraiment eu le temps de se développer, mais surtout, d'un point de vue de l'organisation politique, c'était très intéressant, puisque les maoïstes avaient mis en place de véritables nouvelles structures de gestion de cette région, et ils avaient en fait incorporé cette commune, qui était quand même assez vaste, à un ensemble beaucoup plus vaste encore, finalement, qui couvrait toute la vallée, les deux versants, etc. Donc un ensemble d'environ 6 grandes communes, avec à sa tête une personne qui n'était pas originaire de cette région. Et ça, qui était une femme en plus, et ça a introduit vraiment une rupture dans tout ce qui avait été fait jusqu'à présent, parce que même au moment de la réforme des panchayats, bon, quand un des chefs est devenu l'élu, parce qu'en gros, c'est comme ça que ça s'est produit, ça restait quelqu'un de familier avec lequel on avait un réseau de relations, etc. Et là, avec leur méthode de faire venir des gens d'autres régions pour coordonner des, des, ce qu'ils appelaient des ilaka, donc des secteurs, voilà, eh bien, il n'y avait plus tout ce réseau relationnel sur le modèle duquel fonctionnait en fait l'activité politique villageoise. C'est-à-dire que ce qu'on appelait les grands hommes, les Tulomanche, ils étaient grands, pas tellement parce qu'ils étaient plus riches que les autres, surtout du point de vue foncier. Ils avaient tous des propriétés à peu près équivalentes, mais par contre, ils avaient un réseau de relations très important de gens à leur service qu'ils appelaient leurs gens, Afno-Manche, et qui se sont traduits quand les partis politiques ont été créés en une capacité d'apporter tant de voix à tel parti, donc à tel candidat. Et communément, en fait, après la Constitution de 90 et la libéralisation, on pouvait arriver dans un village et un homme, pour vous montrer qu'il était quelqu'un de puissant, pouvait vous dire je compte pour 80 voix. D'emblée, sans aucune vergogne. Il y avait une très grande transparence en fait dans la vie politique qui était toute nouvelle. Les gens écrivaient en gros sur leur mur de maison pour quel parti ils votaient, etc. C'était vraiment très bon enfant en fait. Hein. Et évidemment, tout ça a totalement changé avec les premières actions violentes menées par ce parti qui avait été exclu du jeu législatif normal pour justement pour sa violence politique. Mais donc ça l'a envenimé et donc l'introduction de gestionnaires a fait que les villageois ont été en fait saisis de terreur parce qu'ils ne savaient absolument plus comment négocier avec ce type de personnes qu'ils percevaient en fait comme des représentants d'une puissance qu'ils ne savaient pas localiser puisque de fait le parti avait bien un comité central, un politburo, mais on ne savait pas où il était, le leader était invisible, et donc il y avait en même temps donc, cette transcendance du parti, puisque toute décision du parti, enfin toute parole en fait de Prachanda était une décision, et donc on avait une espèce de parole pure, désincarnée, qui parvenait par des intermédiaires dans une localité. Et donc tous ces phénomènes ont contribué à généraliser une très grande peur et pour certains un enthousiasme évidemment puisque cette manifestation de puissance pure dans une population où on va dire que la base de la religion c'est le culte à cette incarnation de la puissance, la Shakti,
que détient bien sûr la déesse et les divinités diverses, mais également les hommes politiques. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu tout ce mouvement a pris corps de cette manière, mais également, finalement, il venait véritablement incarner des notions qui avaient été introduites en fait par le pouvoir royal à l'époque de Mahendra, quand le système des panchayats avait été mis en place, où la parole royale avait expliqué à la population qu'ils étaient tous égaux, tous vis-à-vis du souverain. Et donc il y a cette égalité un peu voilà, de forme pyramidale introduite par le souverain qui là, finalement, se reproduisait de manière plus effective, puisqu'il y avait une nouvelle justice qui, au lieu de faire perdurer les anciennes règles de caste, comme ça a été le cas pendant toute la période des panchayats, de manière informelle, hein, pas dans les tribunaux, mais les tribunaux étaient des lieux éloignés, inaccessibles, et là, les maoïstes donc, sont venus montrer l'application des principes d'égalité qui leur tenaient à cœur, en punissant les, les, les personnes, par exemple, qui refusaient les unions intercastes. Mais donc, alors, parfois, c'était juste des séances d'intimidation nocturnes où l'homme qui avait été responsable, bon, par exemple, un cas d'une personne que je connais bien, dont la sœur Thakuri, donc kshatriya d'un rang royal, avait eu une histoire d'amour avec un kshatriya de rang non royal, ce qui est un grand déshonneur, surtout chez ces familles-là. Et donc sa sœur avait attendu un enfant et il m'avait expliqué que, voyant l'enfant, il avait été furieux, il avait jeté l'enfant dans un buisson d'ortie et dit à sa sœur de l'emmener et qu'il ne voulait pas le voir. Et donc, voilà, la nuit, les maoïstes sont venus encercler sa maison, lui faire entendre raison sur l'égalité et le faire s'excuser, etc. Pas en présence de ça, mais s'excuser de s'être comporté de cette façon. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'était des gens qui étaient un peu entre deux mondes, c'est-à-dire qu'ils avaient hérité de ces règles, que tout ce qui était mixité de caste et surtout tout ce qui est bâtardisation était vraiment quelque chose qui mettait en péril leur identité de groupe, etc., et leur image. Et en même temps, bien sûr qu'il avait aussi entendu parler de l'égalité, etc., qui était une espèce de façade pendant la période des panchayats. Et donc, ils étaient aussi prêts à accepter, on va dire, le fondement idéologique de ces idées-là. Et ne savaient plus très bien quoi penser finalement du tout. Et donc on voit ça également dans toutes les actions armées qui ont été menées, où avec les interlocuteurs, par exemple, avec des interlocuteurs policiers qui ont subi des attaques maoïstes, où un nombre important de leurs camarades ont été tués et eux-mêmes blessés, eh bien, finalement, ce qu'ils en retenaient, c'est que, à l'issue de leur victoire, les maoïstes ne les avaient pas exécutés, mais les avaient soignés, puis leur avaient donné des séances d'instruction pour qu'ils comprennent que le gouvernement était féodal et mauvais, et que maintenant, il fallait œuvrer pour la révolution, etc. Et donc, leur traitement premier dans l'attaque était finalement oblitéré par la deuxième partie en fait, auquel ils ne pouvaient pas s'attendre et qui leur mettait, les faisait mettre toute chose un peu en relativité. Et donc, tous ces phénomènes n'avaient pas été très bien décrits. Moi, bon, ils m'ont intéressé parce qu'on voyait à quel point il y avait des emprunts
et des reconstructions à la fois de ce qui était le maoïsme, parce que bon, par ailleurs, c'était des théoriciens du maoïsme, avec la guerre prolongée, l'encerclement des villes par les campagnes, cette inversion aussi du sens du pouvoir qui a été très remarquable. Le pouvoir a toujours été localisé dans ce qu'on pensait être des villes, en tout cas des plus grosses bourgades, ou bien après dans la capitale. Et là, il était nulle part, il était en forêt, il était mobile. Donc il y a eu toute cette approche qui était très très déstabilisante pour les intellectuels népalais également, les journalistes, etc., qui, et, comme les villageois, n'ont jamais su exactement, au début en tout cas, comment se positionner, puisque ces révolutionnaires faisaient également office de Robin des Bois, un peu sympathique vu de loin. Donc, jusqu'à ce que, donc, après le massacre de la famille royale, ils se mettent à attaquer systématiquement tous les chefs-lieux des districts, à détruire tous les bâtiments administratifs, et le mouvement se met véritablement à prendre une ampleur qui a commencé à menacer l'ensemble de la population, d'autant que le mouvement a eu, le parti a eu à cœur en fait un peu d'encercler la vallée de Katmandou, qui est le centre du pouvoir et de richesse depuis toujours au Népal, en déplaçant une partie de ses membres à l'est, et là en formant un deuxième centre, une deuxième mini-base, région de base de l'autre côté. Et donc l'anthropologie d'un tel mouvement, il était permis en fait, puisque évidemment c'est un mouvement tentaculaire et il concerne absolument tous les aspects de la vie des villageois, et donc on ne savait jamais exactement comment l'aborder. Et là, le fait de pouvoir croiser une littérature vernaculaire, des témoignages de personnes qui ont vécu soit dans le parti, soit qui ont été obligés d'y prendre part, m'a permis de montrer qu'il y a eu, en fait, ce qu'on pourrait appeler plus globalement un mouvement de ravissement, en fait, de la population dans cet univers sacrificiel qui semblait avoir tout envahi, en fait, comme un peu par magie, alors que, évidemment, bon, il y a un côté sans doute un peu magique, puisque le projet qui était proposé était très radical, c'est-à-dire de tout quitter, de prendre les armes, d'aller vivre en forêt, puisque très concrètement c'est ce qui était proposé aux jeunes. Mais en même temps, c'est arrivé à un moment très particulier de l'histoire du Népal où il y avait eu un énorme effort de développement, comme on appelait ça, pendant les années 70, 80, 90, une forte scolarisation, et on a vu donc toute une jeunesse qui ne voulait plus du tout participer aux activités agricoles de leurs parents et grands-parents, qu'ils trouvaient dégradantes et surtout incompatibles avec un certain niveau scolaire, finalement s'engouffrer dans cette carrière militaire, parce que ça aussi c'est une autre des caractéristiques, c'est que presque toutes les recrues dans le parti maoïste voulaient faire partie de la branche armée. Et ça, même les leaders ont expliqué que c'était un problème pour eux de trouver des gens qui acceptent d'être dans la branche politique, un petit peu moins dans la branche culturelle. Mais donc, cet engouement, on doit aussi toujours le replacer dans l'histoire du Népal, où on a vu, par exemple, typiquement, dans le village où j'ai fait ma thèse, quand les maigres ressources de la mine se sont taries, la façon dont on pouvait espérer s'en sortir, c'était d'être recruté dans l'armée, et en particulier dans l'armée britannique, le Graal. Et donc,
les carrières militaires ont toujours offert une voie de sortie du système des castes et aussi des conditions économiques très faibles qui sont celles du milieu des montagnes. Et en fait, ça prédate même le recrutement par les Britanniques, puisque même déjà à l'époque, par exemple, de Prithvi Narayan Shah, on a plusieurs cas d'intouchables qui vont être relevés à un rang pur par le roi en retour, en remerciement d'actes de bravoure lors de tel ou tel combat. Donc c'était aussi cette institution qui permettait de rebrasser toutes les positions initiales qui se remettaient à fonctionner comme ça avait finalement longtemps fonctionné, puisque c'est arrivé aussi à un moment où finalement le recrutement dans l'armée britannique avait été arrivé à son terme, parce que quand les Britanniques ont rendu Hong Kong, ils ont arrêté pratiquement de recruter des British Gurkhas. Et donc, on doit aussi replacer cet engouement dans cette histoire particulière de, du rôle de l'armée dans la promotion sociale, en fait, et encore plus de la guerre, puisque c'est là, même parmi les British Gurkhas, par exemple, les Népalais, qui étaient très nombreux, n'avaient jamais eu de décoration avant Première Guerre mondiale. Donc, lors du combat, là, ils pouvaient aussi montrer qu'ils étaient d'une trempe particulière. J'ai traité de ces questions dans un certain nombre d'articles, mais aussi dans 2 ouvrages. Le premier paru à Oxford University Press, qui est en fait une collection de mes articles, mais dont plusieurs traitent de l'organisation guerrière au Népal et l'importance qu'elle a pu avoir dans les temps anciens et comment elle a été renouvelée avec le mouvement révolutionnaire. Et puis le second, en fait, qui présente les résultats de notre ANR, de mon ANR, qui est un collectif avec donc des articles qui couvrent l'ensemble du territoire népalais, d'est en ouest, plus des contributions sur l'histoire des mouvements guerriers au Népal. Voilà.